Consoeurs, chers confrères, chers amis invités, bien sûr, monsieur l'auteur, je voudrais vous dire tout le plaisir que nous ressentons à accueillir cette belle séance autour de Né avant les dieux. Je dois dire que c'est un titre qui est plein de mystères, qui attire l'intérêt et la curiosité et l'intérêt. Et vraiment, j'espère que cette séance pourra être une séance de découverte, j'en suis persuadé. Donc, monsieur le secrétaire perpétuel, je me permets de vous donner la parole. Nous sommes en fin d'après-midi, mais c'est peut-être un moment plus inspirant pour pouvoir profiter, j'allais dire, de ces poèmes et de leur résonance, j'imagine, qui a quelque chose à voir avec les préoccupations, bien évidemment, de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui est très sensible à toutes ces questions et philosophiques et de culture. Je vous en remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente, d'avoir bien voulu ouvrir notre séance de ce soir. Nous avons eu une séance consacrée à Boualem Sansal, un écrivain qui symbolise l'esprit de liberté dans la francophonie. Et donc je crois que nous sommes dans la continuité avec la séance que nous allons tenir maintenant, puisque la poésie, c'est une des plus belles armes dont l'homme dispose pour exprimer sa liberté. Et sans vouloir accumuler des références, je pense que l'histoire de l'Orient musulman, je pense à l'histoire de l'Iran, l'histoire de l'Irak, donnerait de très nombreux exemples de cette liberté qu'ont prise les poètes dans le cadre de régimes qui étaient souvent très contraignants pour le peuple. Et je crois que cette tradition, elle vit encore aujourd'hui à travers les poèmes qu'a assemblé M. Augustin Brutus Jaïkoumar. Établi à Pondichéry, M. Augustin Brutus Jaïkoumar a fondé le binôme d'ONG ADECOM Network en Inde, Réseau ADECOM en France et la société de microcrédit BRWD. Il est aussi le fondateur d'un second binôme d'ONG, INDP en Inde et en France. Son engagement l'a conduit enfin à rejoindre le think tank iDialogos, en lien avec la FERAM, dont il est le correspondant Inde, et à prendre part à l'AEIP, ONG reconnue par l'UNESCO. Ces engagements multiples ressortent tous d'une même conviction, l'idée que le développement doit être participatif, il doit être fondé non seulement sur des actions d'aide et de solidarité, mais aussi l'implication fondamentale des populations concernées, notamment en ce qui concerne la préservation à long terme de leur environnement. Telle est la raison de la création d'INDP. INDP vise à renforcer les projets de développement bénéficiant aux populations en dessous du seuil de pauvreté et à réduire les disparités au sein de la nation indienne, avec l'idée de faire d'elles des citoyens à part entière. En découlent 3 obligations: contribuer aux réflexions et travaux des populations indigènes, sensibiliser les populations aux différents défis liés au changement climatique, enfin bâtir un monde fait de peuples souverains libres et égaux dans le dialogue et la paix. Ce dernier objectif renvoie complètement à la séance que nous venons d'avoir précédemment. Ce programme s'inscrit dans l'appel de l'ONU à la protection des droits des peuples autochtones en isolement volontaire et en contact initial PIAC. Ces groupes vivent de la chasse et de la cueillette. De ce fait, tout changement apporté à la nature modifie leurs conditions de survie et potentiellement les menace. C'est ce que veulent traduire les poèmes tribaux ici réunis par Indiran. Dans un monde aussi multiforme que l'Inde, le langage poétique permet de préserver leurs identités culturelles, l'oralité étant souvent associée à d'autres arts.
chansons, musique, danse, théâtre, peinture, et de recourir à divers vecteurs, voix, diction, intonation, rythme, accent, pause, mimique. L'ouvrage lui-même s'articule en 6 chapitres, fort riches de contenu. Le chapitre 1 s'intitule « Né avant les dieux ». Il tourne autour de l'idée que l'être humain peut devenir Dieu avec 4 poèmes aux noms évocateurs. Le chapitre 2, Échange, rappelle que les populations tribales sont marginalisées quand elles ne se marginalisent pas elles-mêmes par crainte et par nécessité. Ayant établi une coopération et un bien-être sans artifice avec la nature, elles ont développé de multiples savoir-être et savoir-faire que l'on retrouve dans 4 poèmes. Le chapitre 3 a pour titre « Ancêtres, terre » et 3 poèmes. Il part de la double observation que le premier pas de la guérison est de se reconnecter avec la terre et que les populations tribales se trouvent à l'origine de la plupart des cultures vivrières et de beaucoup de médicaments. Souffrance. Telle est la dénomination choisie pour le chapitre 4. Il en ressort bien dans les 5 poèmes que le défi est de composer un tout diversifié avec tous les membres d'une société dans les lois d'un ordre social. Le chapitre 5, Lutte, avec ces 5 poèmes, interpelle nos sociétés développées et individualistes. Le pouvoir d'agir est à réinventer par l'abandon des individualismes et des délégations de pouvoir. La démocratie représentative actuelle a conduit à la prise du pouvoir d'un tout petit nombre d'individus qui décident seuls pour des citoyens infantilisés en créant des pertes irréversibles. Quant au dernier chapitre 6, Rêve, il réintroduit l'espoir dans les 4 poèmes. L'utopie n'est pas irréalisable, mais irréalisée, selon Théodore Monod, membre de notre académie, soit dit en passant. Elle est un idéal ancré dans la critique de la réalité. Il crie cet espoir dans 4 poèmes. Je vais donc passer maintenant la parole à Monsieur Brutus pour passer de la description à l'explication, parce que c'est vous qui pouvez en parler le mieux et pas moi, qui suis extérieur, qui ne suis pas initié et qui ne demande qu'à apprendre. Bonsoir, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Secrétaire perpétuel pour votre invitation et pour la parole. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer seuls, mais là, ce soir, je suis venu accompagner des membres de ma famille, de mes partenaires, de mes collaborateurs et ceux qui me soutiennent dans mes différentes activités, aussi bien en Inde qu'en France. Dans ma vie professionnelle et privée, à la recherche de plus de cohérence, j'ai considéré le groupe comme une force. Le groupe, la famille, le groupe des amis, malgré toutes ses limites, et le réseau comme une nécessité pour construire des projets riches. C'est pour ça que dans l'appellation des organisations et des associations que j'ai fondées, j'ai repris le terme réseau en français et network en anglais. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est le résultat d'une œuvre collective. J'y suis, mais c'est un travail collectif, c'est un travail de groupe, aussi bien de personnes en Inde que de personnes en France. Donc je vais suivre les points qui m'ont été donnés pour la présentation. Le réseau ADECOM est le premier binôme en France et en Inde. Il y a eu après la BRWD, qui est une société financière de microcrédit et qui permettait plus aux femmes indiennes de se lancer dans des projets socio-économiques. Et donc le binôme INDP, Intercultural for Network and Peace, aussi bien enregistré en Inde qu'en France, est le dernier binôme que j'ai fondé et que j'ai animé. Ces structures que j'ai fondées ont donc, aussi bien en Inde qu'en France, participé à la mise en place des projets de développement, mais aussi à l'éducation des citoyens.
Donc, c'est les deux volets essentiels sur lesquels on a travaillé. Alors, je veux revenir sur la notion de développement. Vous savez, on a été très sollicité, d'ailleurs, je dois écrire quelque chose à ce sujet, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec l'aide américaine qui a été subitement stoppée. Donc, s'est posé la question de l'aide au développement, est-ce qu'il faut une aide, c'est quoi le développement, etc., quoi. Alors, moi-même, à mon arrivée en France, il y a très longtemps de ça, vous voyez, j'ai été un peu surpris quand moi-même en Inde, j'avais été habitué à des approches plus globales, vous voyez, par la notion de développement qui ici renvoyait toujours à des critères techniques, financiers ou économiques. Et j'ai été parfois perturbé quand les classifications se faisaient, les classifications de pays ou de peuples en termes de pays développés, pays en voie de développement, pays sous-développés, etc. Et donc, pour moi, la question était de savoir qu'est-ce qu'on mettait derrière ce mot de développement. Et donc, c'était aussi bien dans nos discussions de travail, des discussions universitaires, mais aussi avec les ONG avec qui on pouvait mettre en place des projets. Alors, pour moi, je nie pas l'importance des aspects financiers et économiques, ils sont importants, des aspects techniques, mais vous voyez quand fait défaut les aspects culturels, les aspects spirituels, on se rend compte que les projets peuvent être légèrement bancals, qui peuvent être incomplets et qui ne peuvent pas satisfaire la demande de viabilité ou de durabilité des projets. Alors, dans la réflexion que l'on mène, qu'on a menée au sein de nos associations, aussi bien en Inde qu'en France, on se dit que plusieurs aspects se reflètent dans le projet de nos vies. Voyez? Alors, quand on parle de ces aspects, pour nous, on note 5 aspects: l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect culturel et l'aspect spirituel. Alors, ces 5 aspects vont composer notre vie, donc vont se retrouver aussi dans les projets de notre vie. Alors, juste une précision sur les termes politique et spirituel. Vous voyez, par politique, j'entends plus l'activité citoyenne dans la construction des sociétés ou l'activité citoyenne qui vient dans la gestion de la cité. Et par spiritualité, j'entends la recherche ou la quête de valeurs et de sens. Je la différencie bien de la religion ou des religions. Alors, pour nous, c'était important de se dire que les 5 aspects, il faut les prendre en compte quand ils se présentent dans la mise en place des projets. Et c'est pour cette raison que nous avons parlé, développé et mis en avant l'approche holistique. Et on a plus parlé ou promu à travers nos projets le développement holistique. Alors, ça peut paraître un peu flou, un peu vague, j'en conviens. Juste pour illustrer avec un exemple très concret, à Pondichéry, on a été invité, nous, par le gouvernement central indien, de mettre en place un projet de réhabilitation par la construction des maisons pour des populations tribales. Donc, en mettant en place, en travaillant sur ce projet, qui est avant tout un projet technique, il nous a fallu intégrer l'aspect santé et hygiène en repensant la construction et en rajoutant une cuisine et des toilettes à l'extérieur. Donc, vous voyez, donc ça peut être comme un aspect culturel, important pour nous, important pour le pays, important pour la population, mais qui faisait défaut dans le projet. Il a fallu aussi, quand vis-à-vis de ces populations tribales, protéger les femmes essentiellement,
qui étaient agressés par des populations d'une caste dite supérieure et qui étaient un peu jaloux de ce projet alloué par le gouvernement central à ces populations et non pas elles qui avaient les moyens. Donc il a fallu pour nous engager des actions légales pour protéger ces populations et faire qu'elles puissent jouir du droit au logement qui est lui inscrit dans la Constitution indienne. Bon, à partir du moment qu'il y avait eu conflit, on ne pouvait pas nier cet aspect et donc il a fallu travailler sur la question de la paix sociale entre ces communautés qui vivaient assez proches les unes des autres. Et donc, dernier point, pour que le projet ne soit pas un projet d'aide pur et simple pour les populations bénéficiaires, on a demandé et on a sollicité une participation non financière des populations, donc qui s'est faite en termes de travail, d'offres de travail, pour compenser les nouvelles dépenses qu'on voyait dans le nouveau projet qu'on mettait en place. Vous voyez, on parle beaucoup de droit, mais pour nous, c'est important que droit rime aussi avec responsabilité. Donc, c'est bien que dans des projets, des populations puissent exprimer ou avoir droit à quelque chose, mais pour nous, il était aussi important que ces mêmes populations ou des citoyens n'oublient pas la question de responsabilité au sein du projet, au sein des sociétés, au sein des communautés. Et donc, le projet au départ, qui était qu'un projet technique de reconstruction, a été pris dans tous ces aspects et donc a permis de garantir son devenir. Donc, il a été fait et il a été pris en modèle par le gouvernement central pour le reprendre dans d'autres États de l'Inde. Alors, et ça s'apparente à la situation mondiale que nous vivons. Notre monde est complexe. Toutes les solutions partielles vont déplacer, compliquer ou aggraver les situations avec de nouveaux problèmes parfois. Et donc, qui dit situation complexe dit aussi des solutions complexes. Et pour nous, la réponse, la solution holistique, l'approche holistique est justement la possibilité d'apporter donc cette solution plus complexe, plus globale. Alors, toujours sur la même thématique de l'approche holistique, nous allons vous présenter une courte vidéo qui a été réalisée avec une ONG française et des jeunes réalisateurs. Je vais juste vous l'introduire. C'est une conception du développement holistique qu'on le retrouve cette fois dans un projet de jardin potager à l'initiative des jeunes Indiens. Donc, la mise en place de ces jardins potagers permet à des jeunes de se retrouver ensemble, de discuter, travailler, s'écouter, analyser, critiquer et proposer quelque chose. Ces mêmes projets qui dégagent des produits, donc des fruits et légumes, permettent sur le plan économique, sur le plan financier, très modestement, d'apporter des compléments de revenus au revenu familial de ces jeunes. Et enfin, vous voyez, travailler la question de la santé, puisque c'est des populations touchées par la question de sous-alimentation, de mal-alimentation, etc., de pouvoir, avec des produits frais et sains, travailler la question de la santé et redécouvrir, avec ce projet qui est proche de la nature, des valeurs un petit peu qui sont mises de côté et qui nous fait travailler ou exister un peu en opposition avec la nature et les autres êtres vivants.
Donc ce projet de jardin potager connu sous le nom de Green Club, initié en Inde, a été repris par nos partenaires sénégalais, maliens, congolais et libanais. Pas que, il a été aussi repris par des partenaires français au sein des institutions, à savoir des écoles, des centres de jeunes, des communautés de communes et des centres de santé. Alors, donc si monsieur pouvait lancer la vidéo, vous pourrez voir. Terre, notre terre nourricière, notre bien commun, à respecter et à protéger. Terre, pour m'ancrer, pour bâtir, pour m'ouvrir sur le monde. C'est sur cette terre que je pose mon premier point économique. Pour vivre de mon travail et assouvir mes besoins. Puis vient le point social, pour aller vers les autres, pour vivre la rencontre, le partage. Le plan culturel est fait de mes savoirs, de mes façons d'être et de faire. Il fait mon identité première. Je passe à un autre niveau, le point politique. Fait de mes droits et de mes responsabilités. Et mes actes citoyens, je bâtirai avec les autres une société juste et équitable. Dernier point, à un niveau supérieur, le point spirituel. Ou encore, la recherche de sens, d'éthique. Ce point regroupe toutes mes valeurs. Et là, je relie entre eux ces 5 points pour qu'ils ne fassent qu'un tout. Ils forment les 5 aspects d'un développement holistique. Vouloir prendre en compte la complexité des situations, c'est tout simplement vouloir des solutions pérennes. Ce tout va me permettre, si je le veux, de tendre vers un équilibre harmonieux, rempli de sens et de paix. Voilà donc une illustration qui a été faite par des jeunes, une création artistique, puisqu'on est sur les poèmes, l'art, la culture, etc. Et donc, il nous sert de support pour faire passer nos idées, quoi. Donc, ADECOM, la BRWD, INDP se sont tournés vers les populations en dessous du seuil de pauvreté, et donc les tribaux en font partie. La négligence, la violence à l'égard des communautés tribales, leur pauvreté économique et financière sont des entraves à la participation, la contribution sociale, économique et politique au devenir de l'Inde de ces populations. Nous pensons que ces citoyens sont riches d'un savoir-faire, d'un savoir-être. Ils ont été capables d'observer, d'étudier, d'apprendre de leur environnement naturel, de réfléchir, d'expérimenter et de trouver des solutions adaptées
pour une vie harmonieuse et une qualité de vie. Ils sont détenteurs de nombreux concepts et de solutions. Il serait donc dommage de s'en priver. Nous passons donc à l'aspect qui nous réunit ce soir, donc les poèmes de ces populations tribales. Je vais vous expliquer l'historique de ces poèmes en partant de la version tamoule et pour en arriver à la version française qui va être aujourd'hui présentée au public francophone. Donc, c'est M. Indren, un critique d'art dans l'État du Tamil Nadu, qui a collecté ces poèmes écrits, qui sont restés dans l'oralité des populations tribales. Donc, il les a collectés et les a mis sous forme écrite en tamoul. Et il a choisi notre collection, la collection interculturelle, pour les publier en 2002. Donc, on l'a gardé et vous devez la remarquer aussi. C'est un livre qu'on a beaucoup distribué, aussi bien aux enfants, aux politiques et aux populations concernées, bien entendu. Et donc, il a fallu attendre 2023 et l'association Dupata pour, avec eux, se lancer dans la traduction française de ces poèmes qui va être présenté aujourd'hui. Pour nous, c'était important de l'avoir aussi en français, de manière à pouvoir toucher un autre public, pour faire que ce livre puisse aussi être un tremplin dans les différentes recherches de solutions. Et enfin, ce livre, je l'ai volontairement fait passer au présent avec des présentations d'actions de ces populations tribales pour dire que leurs idées n'étaient pas que dans leurs poèmes, mais ils pouvaient aussi se refléter dans les actions qu'ils mettaient en place. Et donc, cette version française est enrichie d'articles, de propos du gouvernement indien, de la population civile, mais aussi des grandes institutions internationales comme la FAO et l'ONU, qui reconnaissent leur capacité et leur contribution actuelle dans le monde où nous vivons. Alors, ce qui est important pour nous, en mettant en place la collection interculture, c'est justement pouvoir documenter ces fragments de l'histoire, ces fragments d'action des citoyens parfois qui sont marginalisés, qui sont délaissés, qui sont dans l'ombre, mais qui continuent avec conviction de construire le monde de demain. Donc pour nous, il était important, il est toujours important de documenter et garder une trace écrite. Et aujourd'hui, je suis plus qu'heureux. C'est presque un privilège de pouvoir sortir ce livre, cette documentation, dans un lieu tel que l'Académie des savoirs d'outre-mer, mais aussi de pouvoir laisser une trace dans la bibliothèque si riche qui est là, qui est ouverte au grand public, qui est fermée à 18h, mais qui reste ouverte. Et donc, il y a un mot qui sera dit sur la possibilité de son utilisation et des rencontres qui pourraient être faites autour. Je trouve enfin que des actions de citoyennes documentées peuvent inspirer d'autres jeunes, d'autres personnes, d'autres citoyens de différentes parties du monde, d'autres citoyens qui hésitent parfois, qui doutent et qui sont à la recherche pour justement les inspirer et les faire aller de l'avant. Voilà. Mais merci à vous. Merci d'être avec nous pour ce moment important de sortie de ce livre. Et je rends la parole à Madame la Présidente de séance. Merci beaucoup, M. Brutus, de ces informations intéressantes, à la fois sur vos activités et sur le sens
de ses poèmes. Mais j'avoue mon ignorance. Aujourd'hui, je suis là pour apprendre. Donc, je donne la parole à Monsieur le secrétaire perpétuel, si vous le voulez bien, pour la suite donc de nos travaux. Merci. Le secrétaire général est au moins autant prêt à apprendre que la présidente. Peut-être pourrait-on demander à Pierre-Yves Belfils de nous dire 2 mots de la bibliothèque, parce que vous nous avez tendu la perche, et ce serait bien que Pierre-Yves Belfils, qui en fait est le responsable de la bibliothèque, et sans lequel notre bibliothèque ne serait pas vivante, va venir vous dire 2 mots. Pierre-Yves, vous voulez venir? C'est le moment ou jamais de prêcher en faveur de notre bibliothèque. Je vais tout gâcher, c'est pas grave. Merci de votre invitation. Oui, l'Académie accueille une bibliothèque en son sein qui est d'une richesse incroyable. On a un petit bâtiment, mais dans ce petit bâtiment, on accueille plus de 100 000 documents, des photographies, plus de 5 000. On est à 100 ans, donc on a accumulé pendant un centenaire des choses incroyables qu'on découvre petit à petit, qui viennent s'enrichir tous les jours, parce qu'on est aussi une bibliothèque vivante. On le voit avec la présentation des livres qu'on fait régulièrement. Donc cette bibliothèque, elle est riche de son histoire, elle est riche de son enrichissement. On essaie de faire ce qu'on peut pour qu'elle soit la plus dynamique possible et la plus accueillante possible pour vous, parce qu'elle est accessible à tous et gratuite pour tous de 14h à 18h du lundi au vendredi. Je crois que j'ai résumé la situation et je vous embête pas plus. Non, mais restez avec nous. Avec votre permission, Madame la Présidente, je voudrais, au nom d'INDP, laisser une trace de ces ouvrages qui sont parus dans notre collection, que je voudrais offrir à l'Académie et à la bibliothèque pour qu'elle puisse... Comme quoi, le bibliothécaire. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Très sensible. C'est un très beau cadeau, puisque ça nous permettra de connaître non seulement les projets, mais également l'esprit avec lequel vous travaillez. Vous m'avez raconté, mais je pense que ça sera vraiment, et surtout sous la forme poétique, et nous pourrons mieux appréhender sans doute les valeurs dont vous parlez. Monsieur le secrétaire perpétuel, donc nous pouvons partager cela avec vous tous, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire un mot pour vous inciter à lire ces poèmes. Oui. Après tout ce que nous avons dit de manière peut-être plus rationnelle, plus analytique, vous plongez dans ces poèmes, vous permettront de comprendre le sens profond du message que M. Brutus a essayé de nous adresser. C'est ça. Merci beaucoup. Brutus, voulez-vous dire un mot? Alors, juste pour la sortie du livre, puisque elle y est, c'était le but de notre rencontre. Donc, je voulais inviter ici les personnes qui ont participé, qui sont présentes. On n'a pas toutes les personnes, évidemment, les auteurs, les poètes, les écrivains tribaux ne sont pas là. Le traducteur qui est en Inde, il n'est pas là. Mais il y a quelque part leur esprit, ils sont présents avec nous. Mais par contre, je voulais inviter ceux qui ont participé Et nous allons prendre une photo. Voilà. Très bien. Alors, il y a comment Christian, si voilà, Monsieur Henri Sinapin.
Alors, évidemment, vous êtes là, vous êtes témoin de cet événement. Et juste pour présenter, donc la version française, elle a été possible grâce à Christian Jeunet de l'association Dupata, donc une association partenaire, donc qui a permis la traduction. Donc c'est un travail difficile. Et donc voilà. Et l'impression, la mise en forme concrète de cette traduction, elle a été possible avec le soutien de monsieur Henri Sinapin, qui vient de la Guadeloupe spécialement pour pour nous. Et c'est quelqu'un qui nous accompagne dans nos projets de développement que l'on met en place en Inde, dans l'état de Pondichéry et le Tamil Nadu. Donc je voulais les remercier et vous remercier vous pour être témoin de ce moment important. Et voilà. Félicitations. Très bien. Alors, je vous laisse ça. Voilà. Nous mettons fin à la réunion. Oui. Et je vous remercie parce que ça a été assez difficile pour tout le monde, je crois. De venir. Une fin de semaine, fin de journée avec les programmes chargés. Est-ce que vous souhaitez signer quelques recueils de poèmes? Signer ou les laisser aux intéressés. Nous avons pris des exemplaires supplémentaires, donc ils ne sont pas en vente. On les met en circulation et les personnes qui voudraient laisser une contribution peuvent le faire. Elles servent de caisse de réserve pour pouvoir continuer ces efforts de traduction et d'impression. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de beau projet dans la vie, tout seul. Vous l'avez dit, vous êtes travaillé en groupe, en collectivité. C'est votre groupe, ce sont vos accompagnants. Donc je les félicite également et beaucoup d'encouragement et en espérant venir un jour sur place. Ah, il n'y a pas je pense je que les invite, on organisera un voyage spécialement pour l'académie, les membres de l'académie devraient avoir la chance de venir sur place. Je prends note. Voilà, ça sera vraiment un grand plaisir et merci à vous tous. Merci. Véritablement, merci. Merci beaucoup. Bon, c'est formidable. Hein. Merci, monsieur. On restera en contact. Vous êtes en contact avec le secrétaire perpétuel. Oui, je l'ai dit.